Elena Nuozu était l'héritière d'un empire hôtelier florissant, fondé par son défunt père. À seulement 32 ans, elle était déjà une femme d'affaires redoutable, respectée à Lagos comme à l'international. Mais derrière les chiffres, les conférences et les sourires devant les caméras, Elena était profondément seule. Alors, lorsque Desmond Nuozu entra dans sa vie, tout changea. Il était charmant, bien bâti, intelligent, et surtout très doué pour faire croire à l'amour. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala caritatif, où Elena avait fait un discours émouvant sur l'héritage africain et la jeunesse. Desmond, alors simple consultant en images sans véritable richesse, l'avait abordé avec confiance. On dirait que même les étoiles brillent un peu moins fort quand vous parlez, Madame Nuozu. Elle avait ri. Et elle, qui d'habitude détestait les flatteries, avait baissé sa garde. Ils se revirent plusieurs fois. Il la faisait rire. Il l'écoutait. Il l'admirait, ou du moins, il en donnait l'impression. En quelques mois, il avait gagné son cœur. En 6 mois, ils étaient mariés. La presse avait parlé du mariage comme du plus élégant de la décennie. Robe dessinée par un créateur italien, 500 invités triés sur le volet. Lune de miel aux Seychelles. Tout semblait parfait. Mais la perfection n'est souvent qu'une façade. Un mois à peine après le mariage, le drame frappa. Elena revenait d'une réunion tardive à Abuja. Il pleuvait. La route était glissante. Son chauffeur fit une embardée pour éviter un camion mal garé. Le véhicule fit un tonneau. Lorsqu'elle ouvrit les yeux à l'hôpital, son premier mot fut « Desmond ? Il va bien ?» Mais c'était elle qui était grièvement blessée. Et lorsque le neurologue entra, le visage grave, son cœur se figea. « Madame Nuozu, je suis désolée, votre moelle épinière a été endommagée. Vous ne pourrez plus marcher. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Elena fixa le plafond blanc. Puis elle demanda doucement. « Est-ce qu'il sait ?» Desmond entra quelques instants plus tard, une mine bouleversée collée au visage. Il pleura, la prit dans ses bras, lui jura qu'il serait là, quoi qu'il arrive. Et elle le crut. Pendant les premières semaines, il fut attentionné. Présent. Aimant. Mais petit à petit, Desmond changea. Il passait plus de temps hors de la maison. Il prenait des rendez-vous sans prévenir. Il évitait les moments d'intimité. Il la regardait avec gêne, parfois avec dégoût. Et un soir, alors qu'Elena essayait de le retenir à la maison, il lâcha sèchement. « Je suis désolé, mais j'ai besoin d'air. Je ne suis pas un aide-soignant. » Puis il claqua la porte du manoir et disparut dans la nuit. Ce soir-là, Elena comprit que son mariage, comme sa vie, venait de basculer. Mais elle ne savait pas encore que le pire restait à venir. Les jours s'étiraient lentement, dans le manoir Nuozu. Depuis l'accident, le rez-de-chaussée avait été réaménagé. Une chambre spécialement équipée, un ascenseur discret, pour fauteuil roulant, un lit médicalisé dernier cri. Tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais ce qu'Elena ressentait le plus, c'était le vide. Un vide que ni la technologie, ni les soins infirmiers, ni les rideaux en soie n'arrivaient à combler. Et surtout, pas la présence de son mari. Car Desmond, depuis quelque temps, semblait n'être là que pour l'apparence. Il dormait dans la chambre d'amis, prétextant le stress. Il répondait à peine quand elle parlait. Et lorsqu'il souriait, ses yeux restaient froids. Un matin, alors que l'infirmière lui donnait ses médicaments, Elena demanda doucement. « Où est Desmond ?»« Il est parti très tôt, madame. Il a dit qu'il avait des rendez-vous. » Mais elle savait que c'était faux. Il n'avait rien dit la veille. Et cela faisait 4 nuits qu'il ne rentrait pas. Elle voulait y croire. Elle se disait qu'il souffrait aussi. Qu'il avait besoin de temps. Mais ce fut un petit détail qui fit tout basculer. Un après-midi, alors qu'elle essayait d'envoyer un email, depuis sa tablette, elle vit une notification surgir sur l'écran partagé de la maison. C'était le calendrier de Desmond, lié au cloud du système domotique. Un rendez-vous était noté à 14 heures. Déjeuner avec Vanessa, suite privée, Eden Garden Hotel. Elle fixa l'écran, interdite. Vanessa ? Qui est Vanessa ? Et pourquoi ce cœur et ce baiser en émoji ? Son souffle se coupa. Son cœur accéléra. Elle se força à rester calme. Elle ouvrit discrètement la caméra du salon. Il n'était pas rentré. Elle appuya sur le bouton du service infirmier, mais elle ne dit rien. Elle voulait vérifier. Ce soir-là, il rentra vers 23 heures, parfumé, les cheveux en bataille, la chemise déboutonnée. Il l'embrassa sur le front distraitement. Elle fit semblant de dormir. Mais une larme silencieuse coula sur sa joue.
Ce n'était plus un doute. C'était une certitude. Desmond ne l'aimait plus. Peut-être ne l'avait-il jamais aimé. Les jours suivants furent silencieux. Helena ne disait rien. Elle observait. Elle comptait les heures de ses absences. Elle notait les numéros d'inconnus qui appelaient sur sa ligne privée. Elle entendait les murmures derrière les portes. Mais elle restait digne. Elle mangeait ses repas seule, sans se plaindre. Elle souriait doucement aux employés, sans révéler sa peine. Car malgré sa souffrance, elle ne voulait pas supplier. Jusqu'au jour où tout dérapa. On devrait engager quelqu'un pour m'aider avec l'entretien, lança Desmond un matin, alors qu'elle prenait son thé en silence. Tu veux dire, une nouvelle femme de ménage? Demanda-t-elle doucement. Oui. Quelqu'un de jeune, rapide. Toi tu as besoin de repos, non? Elle le fixa. Elle savait que ce n'était pas pour l'aider, lui. C'était pour avoir quelqu'un d'autre à la maison. Un nouveau jouet. Mais elle dit simplement. D'accord. Et ainsi commença le début de sa deuxième humiliation. Le lendemain matin, à 9 heures précises, un klaxon discret retentit, devant le portail du manoir Nuozu. Une jeune femme descendit d'un taxi, vêtue d'un chemisier blanc légèrement transparent, d'une jupe trop courte pour être professionnelle, et de talons aiguilles rouges criards. Elle jeta un rapide regard à la façade impressionnante de la maison, souffla un petit waouh, remit son rouge à lèvres au reflet d'une vitre, puis sonna. Le gardien ouvrit le portail, surpris par son apparence. « Bonjour. Vous êtes ? » « Vanessa. J'ai été convoquée pour un poste de femme de ménage. Monsieur Desmond m'a appelé hier soir. » Elle sortit son téléphone, fit glisser un message WhatsApp. À l'écran. « Sois là à 9 heures. Je te ferai visiter moi-même. Dis que c'est Desmond qui t'envoie. » Le gardien fronça les sourcils, puis ouvrit. Vanessa entra, traînant sa petite valise rose, et une attitude qui jurait avec le calme de la maison. Dans le salon, Helena était assise dans son fauteuil roulant, en robe de soie ivoire, les cheveux soigneusement coiffés, le visage calme mais tendu. Elle leva les yeux quand Vanessa entra. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Vanessa ne salua pas immédiatement. Elle observa la femme en fauteuil, comme si elle n'était qu'un meuble de luxe, au milieu d'un salon trop grand. Puis elle dit, sans émotion. « Bonjour. Je suis Vanessa. On m'a dit de venir ici. » Helena répondit doucement. « Vous êtes la nouvelle employée? » « Oui. Femme de ménage. Recommandée par Monsieur Desmond. » Elle insista volontairement sur ce dernier mot. Helena sourit légèrement. « Bien. La gouvernante vous fera visiter. » Vanessa hocha la tête, pas impressionnée. Elle s'éloigna, laissant derrière elle une odeur de parfum fort et un malaise profond. Plus tard dans la journée, alors qu'Helena lisait dans la véranda, elle entendit Desmond rire. Un rire qu'elle n'avait pas entendu depuis des mois. Elle tourna discrètement la tête. Par la porte vitrée, elle vit Vanessa, debout dans la cuisine. Penchée sur le plan de travail, riant aux éclats. Desmond, lui, était juste derrière elle, bien trop proche. Il posa une main sur sa hanche. Elle ne recula pas. Helena détourna le regard. Son cœur se serra. Ce n'était plus un doute. C'était une scène. Les jours suivants, Vanessa prit ses aises. Elle portait des tenues de plus en plus serrées, parlait fort dans les couloirs. Et s'adressait à Helena, avec une fausse politesse. « Madame veut autre chose? Ou madame a encore besoin de moi? Pour lui tourner les pages de son livre ?» Elle ne la regardait même pas dans les yeux. Helena restait calme. Toujours digne. Mais derrière cette façade silencieuse, elle observait. Elle enregistrait. Elle endurait. Et chaque mot, chaque humiliation, chaque regard de travers, s'imprimait dans sa mémoire, comme une blessure invisible. Un soir, alors qu'elle roulait dans le couloir vers sa chambre, elle entendit une porte se fermer. Puis un rire. Un gémissement. Sa main trembla sur la roue de son fauteuil. Elle s'approcha lentement. La chambre d'Amy. La lumière était allumée. Une ombre passa derrière le rideau. Puis, la voix étouffée de Desmond. « Tu n'as pas idée de combien tu es belle, ma tigresse. » Un petit rire aigu répondit. « Vanessa. » Elle se détourna, le souffle coupé. Le couloir semblait soudain infini. Le monde, flou. Elle retourna dans sa chambre, seule. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis l'accident, Helena pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais même dans la douleur, une pensée naquit lentement dans son esprit. Je suis peut-être en fauteuil. Mais je ne suis pas morte. Et ce manoir, c'est ma maison.
Le manoir Nuozu, autrefois havre de paix et d'élégance, s'était transformé en une scène de théâtre cruel, où Elena jouait le rôle muet de la reine déchue. Vanessa, elle, déambulait désormais dans la maison, comme si elle en était la propriétaire. Elle s'asseyait dans les fauteuils réservés aux invités, riait bruyamment dans le salon, regardait Elena de haut, sans même tenter de cacher son mépris. Madame a-t-elle besoin d'aide pour ouvrir sa bouteille d'eau? Madame est fatiguée? Peut-être qu'un peu de silence l'aiderait à se reposer. Et Desmond, de plus en plus distant, laissait faire. Pire encore, il encourageait ses humiliations par son silence. Un jour, alors qu'Elena roulait vers la salle à manger, elle trouva la table dressée pour deux. Une musique douce en fond, des bougies allumées. Vanessa sortit de la cuisine en robe moulante, un plat chaud à la main. « Oh, pardon madame, ce n'est pas pour vous. Monsieur Desmond et moi, on fait quelque chose. »« Je vois. » répondit Elena calmement, bien que ses doigts tremblaient, sur l'accoudoir de son fauteuil. « Vous pouvez dîner plus tard, si vous voulez. Dans la véranda. On vous apportera un plateau. » Puis elle ajouta, avec un petit sourire venimeux. « À moins que vous ne vouliez rester pour regarder. » Ce soir-là, Elena se contenta d'un verre d'eau tiède, dans sa chambre. Elle n'avait pas faim. Son estomac était noué. Sa poitrine brûlait. Elle regardait le plafond. Silence. « Seigneur, murmurait-elle, je veux rester digne. Mais jusqu'à quand? » Mais le lendemain, tout bascula. Il était environ 11h30. Le soleil tapait fort dehors. Elena était dans la cour arrière, sous le manguier, lisant calmement dans son fauteuil. Elle aimait s'y réfugier. L'ombre, la brise, un moment de répit. Mais Vanessa arriva en trombe, un seau bleu à la main, furieuse. « Qu'est-ce que tu fais encore là, à traîner dehors? On dirait une statue rouillée. » Elena leva les yeux. Elle ne répondit pas. « Réponds quand je te parle, madame la silencieuse, » siffla Vanessa. Elle s'approcha, agita le seau dans ses mains. Il était rempli d'eau savonneuse. « J'allais nettoyer le carrelage, mais tu es toujours dans mes pattes. Tu peux passer ailleurs. Je ne gêne personne. »« Ah oui ?» Vanessa ricana. Puis, sans prévenir, elle renversa brutalement le contenu du seau sur Elena. L'eau jaillit, froide, éclaboussant le fauteuil, le livre, les jambes inertes d'Elena, ses vêtements en soie trempés, ses cheveux en bataille. Un silence pesant s'abattit sur la cour. Vanessa croisa les bras, fière de son geste. « Oups, je crois que j'ai glissé. » Puis elle tourna les talons en ricanant. Elena, elle, ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle resta là, immobile, les yeux grands ouverts, fixant l'horizon. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de se briser. Ou plutôt, quelque chose venait de s'éveiller. Ce soir-là, lorsqu'elle retourna dans sa chambre, elle demanda à son aide-soignante. « Appelez mon notaire demain. J'aimerais revoir mes comptes. » Et pendant la nuit, dans le silence de sa salle de bain, elle se regarda longuement dans le miroir. Trempée, humiliée, délaissée, mais encore debout. Mentalement, spirituellement. Elle murmura. « Tu m'as prise pour une faible, Desmond. Tu crois que je suis finie. Mais tu n'as encore rien vu. » Il y a un moment où la douleur ne fait plus pleurer. Un moment où le cœur cesse de saigner, non pas parce qu'il est guéri, mais parce qu'il est devenu froid. Elena avait atteint ce point. Elle ne réagissait plus aux humiliations. Elle ne s'effondrait plus dans sa chambre. Elle ne tremblait plus devant les regards moqueurs. Elle écoutait, observait, enregistrait, préparait. Chaque jour, pendant que Vanessa pensait la dominer, Elena notait des détails. Les horaires où elle sortait. Les contacts enregistrés sur le téléphone de la maison. Les objets qu'elle volait discrètement. Les caméras, bien placées, faisaient le reste. Chaque nuit, quand tout le monde dormait, Elena ouvrait discrètement son ordinateur. Un modèle ultra fin dissimulé, dans un tiroir de sa coiffeuse. Elle copiait les images, les sauvegardait sur un disque dur crypté. Une semaine passa ainsi. Vanessa et Desmond vivaient leur romance sans gêne. Ils dansaient dans le salon la nuit, enivrés. Ils parlaient d'un avenir sans attache, de voyage à l'étranger. Ils parlaient comme si Elena était déjà morte. Mais Elena, elle, avait désormais un allié de l'ombre. Il s'appelait maître Gabriel Bassi, un avocat discret, réputé pour ses enquêtes confidentielles. Il venait au manoir sous prétexte d'être un médecin privé. Il entrait, parlait avec Elena à voix basse, dans une pièce sécurisée. Il repartait sans jamais croiser Desmond. « Madame Nuozu, ce que vous me montrez est accablant. Il me faut plus.
Je ne veux pas une simple séparation. Je veux la justice. Vous l'aurez. Elle le regarda droit dans les yeux. Je veux qu'il sache. Je veux qu'il comprenne ce que c'est d'être abandonné, méprisé. Je veux les voir tomber. Et je veux que ça soit légal. L'avocat hocha la tête, respectueux. Je vous le promets. Dans l'ombre, un autre allié entra en scène. Le détective privé Samuel Nyoku, ancien officier de police. Aujourd'hui spécialiste des filatures et des affaires de couple. Il suivit Desmond. Et ce qu'il découvrit dépassa même les soupçons d'Elena. Desmond tentait de revendre discrètement des bijoux familiaux, prétendant qu'ils étaient à lui. Il avait commencé des démarches pour transférer des fonds sur un compte à Dubaï. Et, pire encore, il avait rencontré un notaire véreux, demandant des conseils pour déclarer Elena mentalement inapte, afin de prendre le contrôle total de ses biens. Quand maître Gabriel rapporta cela à Elena, elle resta silencieuse. Mais ses doigts se crispèrent lentement sur les accoudoirs de son fauteuil. Ce soir-là, Desmond entra dans sa chambre sans frapper. « Tu fais quoi là, toute seule dans le noir? Tu médites ta vie, ou tu fais semblant d'être une statue comme d'habitude ?» Elle leva les yeux vers lui. « Je me demande comment j'ai pu être aussi aveugle. » Il haussa les épaules, se rapprocha. « Tu m'as enfermé dans un rôle que je n'ai jamais choisi. Tu crois que je voulais être le mari d'une femme, figée dans une chaise? Tu m'as volé ma jeunesse. » « Non, Desmond, » murmura-t-elle, « tu t'es vendu toi-même. Et aujourd'hui tu veux voler ce que tu n'as jamais mérité. » Il rit nerveusement. « Tu deviens philosophe maintenant? » Elle pencha la tête, presque tendre. « Profite de ton confort, Desmond. Il ne durera plus très longtemps. » Il la fixa, mal à l'aise. « C'est une menace? » « Non. Une prophétie. » Puis elle tourna son fauteuil, et lui tourna le dos. Pour la première fois, il sentit une étrange peur. Le lendemain matin, Vanessa, radieuse, monta dans la chambre d'Elena. « J'ai entendu dire que tu vas faire un séjour à l'hôpital. Pour évaluation mentale ?» Elle s'assit sur le lit sans y être invitée. « C'est ce qu'on appelle un aller sans retour. Tu vas être internée, et nous, on va enfin respirer. » Elena resta silencieuse. Puis elle murmura. « Tu veux la couronne d'une reine? Mais tu ne supportes même pas le poids de ta propre bassesse. » Vanessa se leva, vexée, s'approcha. « Tu crois encore que tu es puissante? Tu n'as plus que tes mots, Elena. Et tes jambes mortes. C'est suffisant pour t'écraser. » Vanessa se figea. Et pour la première fois, elle ne répondit rien. Vanessa se croyait arrivée au sommet. Depuis quelques jours, Desmond la traitait comme une reine. Il lui avait acheté une montre de luxe, lui promettait un voyage à Zanzibar. Et il avait même commencé à lui parler de mariage. Dès que cette histoire avec Elena est réglée, tout sera à nous. Le manoir, l'entreprise, l'argent. Vanessa souriait, allongée sur le lit, jouant avec une boucle de ses cheveux. Et on vivra où? Ici? Non. Ce manoir est trop chargé de souvenirs. On vendra tout. Je veux recommencer ailleurs. Toi et moi. Elle l'embrassa dans le cou et murmura. T'es l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle ne connaissait rien de la vérité. Le lendemain matin, pendant que Desmond sortait soi-disant pour gérer des papiers, Vanessa décida d'explorer la maison. Elle flânait dans les couloirs, observant chaque pièce, comme une future propriétaire. En passant devant le bureau d'Elena, elle aperçut par la porte entr'ouverte une pile de documents laissés sur le bureau. Elle jeta un coup d'œil. À sa grande surprise, ce n'étaient pas des documents médicaux, mais des statuts d'entreprise, des papiers notariés, des certificats de propriété. Elle en prit un. Acte de propriété, maison Nuozu au nom de Madame Elena Nuozu, Néomolade. Elle en lut un autre. Structure de contrôle Empire Nuozu Group. Actionnaire principal, Elena Nuozu, 95%. Son cœur se mit à battre fort. Quoi? Elle fouilla un peu plus. Dossier bancaire. Testament. Document de succession. Tout portait le nom d'Elena. Pas une trace de Desmond. Elle recula, paniquée. Il m'a menti. Le soir, Desmond rentra en sifflotant, comme d'habitude. Mais Vanessa l'attendait dans la chambre, assise droite, les documents entre les mains. Tu veux m'expliquer ça? Il s'arrêta net. Où t'as eu ça? Peu importe. Pourquoi tu m'as fait croire que tout était à ton nom? Il soupira, se grattant la tête. Je devais te protéger, V.
T'en savais déjà trop. Si on voulait réussir, tu ne pouvais pas douter. Me protéger ou me manipuler. Attends. Elle se leva d'un bond. C'est elle la propriétaire? Elle a tout? Pas encore. On est sur le point de tout basculer. Une fois qu'on l'a fait passer pour folle, et le notaire me nomme gestionnaire légal. Elle le fixa, glacé. Tu savais depuis le début. Tu savais que tout ce que tu me promettais était un mensonge. C'est temporaire, Vanessa. Tu m'aides, et après je transfère tout à notre nom. Elle recula lentement. Tu n'es rien sans elle. Rien. Et tu oses me dire qu'on est une équipe? Ne me menace pas, V. Elle sourit, amère. Je te menace pas, Desmond. Je te quitte. Et elle quitta la chambre sans se retourner, le laissant seul avec ses mensonges. Mais ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est qu'Elena les avait entendus. Elle avait tout vu. Elle était là, silencieuse, dans le couloir. Et dans sa main, un petit micro-enregistreur clignotait doucement. Vanessa ne dormait plus. Depuis qu'elle avait découvert que tout appartenait à Elena, une colère sourde brûlait en elle. Elle s'était fait avoir. Elle qui croyait avoir séduit un homme riche, qui pensait avoir mis la main sur un empire, n'était en réalité que la maîtresse d'un parasite, vivant sur les ressources d'une femme en fauteuil roulant. Mais elle n'était pas prête à abandonner. Non. Elle voulait toujours la couronne. Et pour cela, il fallait que la reine disparaisse. Le lendemain matin, elle prépara un petit déjeuner somptueux. Jus pressé, crêpes, fruits frais, plateau d'argent. Elle frappa à la porte d'Elena. « Bonjour madame. Je me suis dit que vous méritiez un bon repas. Vous avez l'air fatiguée ces derniers jours. » Elena leva les yeux calmement. « Tu te soucies soudainement de moi ?» Vanessa sourit. « Je veux qu'on reparte sur de bonnes bases. » Elena la fixa, silencieuse. Elle fit un signe de tête. Vanessa déposa le plateau, sourit encore, puis sortit. Mais dès qu'elle quitta la chambre, son sourire disparut. Dans la cuisine, elle s'approcha d'un petit sac, caché derrière un pot de farine. Elle sortit une gélule blanchâtre, l'ouvrit, et versa la poudre dans un petit sachet. Un produit qu'elle avait subtilisé, dans la pharmacie personnelle de Desmond. Une substance puissante, difficile à détecter, mais qui provoquait des hallucinations, des délires, des pertes de contrôle. Elle murmura. « Tu veux jouer à la forte, Elena? Très bien. Je vais te faire passer pour folle. Je vais te faire enfermer, et tu signeras tout avant de partir. » Puis elle rangea le sachet dans son sac à main. Ce soir-là, elle attendit que Desmond s'endorme ivre sur le canapé. Elle alla discrètement dans la cuisine, prépara une tisane, ajouta la poudre. Elle monta dans la chambre d'Elena avec un doux sourire. « Je vous ai préparé une infusion, madame. Ça vous aidera à mieux dormir. » Mais cette fois, Elena ne toucha pas à la tasse. Elle sourit calmement. « Pose-la là, Vanessa. »« Merci. Tu peux partir. » Vanessa obéit, surprise. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Elena avait déjà vu, grâce aux caméras de la cuisine, le moment où elle avait glissé la poudre dans la tisane, et qu'elle avait remplacé discrètement les verres par un double plateau truqué. 1 heure plus tard, alors que Vanessa pensait dormir paisiblement, elle fut réveillée en sursaut par une lumière vive braquée sur elle. « Vanessa Albo !» cria une voix. Elle ouvrit les yeux, 3 policiers étaient dans la chambre. Derrière eux, maître Gabriel et le détective Samuel. Elena, dans son fauteuil, était à l'entrée de la pièce. Droite. Silencieuse. Qu'est-ce qui se passe? On a tout vu, mademoiselle. Les caméras, les vidéos, les analyses du sachet que vous avez glissé dans la boisson. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement. Vanessa se leva d'un bond. C'est faux. Elle ment. Elle m'a tendu un piège. Le seul piège, Vanessa, murmura Elena, c'est celui que tu as creusé pour toi-même. Vanessa se jeta sur elle, hurlant. Vieille sorcière. Tu ne peux pas me faire ça. Tu es un monstre. Mais les policiers la maîtrisèrent aussitôt. C'est toi le monstre, souffla Elena en détournant les yeux. Vanessa fut traînée hors de la maison, menottée, hurlant comme une possédée. Desmond, réveillé par le vacarme, descendit, titubant. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Elena le regarda. Puis elle dit simplement. Ta complice vient d'être arrêtée, pour tentative d'empoisonnement. Et toi, tu seras le prochain. Desmond blêmit. Attends. Tu savais tout? Depuis le début. Il recula d'un pas.
Elena, je peux tout expliquer. Elle s'approcha lentement de lui, roulant sans un mot, le regard implacable. Il n'y a plus rien à expliquer, Desmond. Il reste juste à payer. Le silence du manoir Nuozu, après l'arrestation de Vanessa, n'était plus le même. Ce n'était plus le silence de la douleur. C'était le silence d'un empire qui reprend vie. Et au centre de ce silence, une femme, en fauteuil roulant, qui portait à nouveau sa couronne invisible. Elena avait passé une grande partie de la nuit à son bureau. Pas pour pleurer, mais pour agir. Son avocat, maître Gabriel, s'était assis en face d'elle, prêt à lancer l'opération qu'elle attendait, depuis des semaines. Madame Nuozu, êtes-vous certaine? Elle hocha la tête. Oui. Plus que jamais. Il est temps de fermer toutes les portes. Le plan fut simple. Calculé. Froid. Blocage immédiat de toutes les cartes et comptes bancaires secondaires liés à Desmond. Révocation de toutes les procurations légales qu'elle avait signées pendant sa convalescence. Changement de code d'accès au coffre familial. Déclaration officielle à la presse, elle reprenait la direction du groupe Nuozu. Et enfin, ordre d'expulsion de Desmond, à signer sous 48 heures. Desmond, lui, ne savait pas encore. Il s'était enfermé dans sa chambre après la scène. Il buvait, maudissait Vanessa, rageait contre le monde entier, sauf contre lui-même. Quand il descendit au petit matin, vêtu de sa chemise froissée, il vit deux hommes, en costume dans le salon. Un huissier, et un représentant du cabinet d'Elena. Sur la table basse, une enveloppe l'attendait. « Qu'est-ce que c'est encore » grogna-t-il. Mais quand il lut les mots « révocation d'hébergement, ordre d'expulsion sous 48H », il pâlit. Il leva les yeux vers Elena, immobile dans son fauteuil, au centre du salon. « Tu me mets dehors? Moi? Ton mari ?» Elle le regarda fixement. « Tu as menti. Manipulé. T'as failli me voler, me tuer même, et tu penses que tu peux rester ici? Mais, tout ce que j'ai fait, c'était par amour, Elena. Par peur de te perdre. » Elle laissa échapper un rire froid. « Tu m'avais déjà perdu, Desmond. Depuis le jour où tu as choisi de me trahir. » Il s'approcha d'un pas brusque, hors de lui. Mais les deux hommes se levèrent aussitôt. L'un d'eux dit calmement. « Nous vous conseillons de reculer. Toute forme d'agression sera filmée et poursuivie. » Desmond recula, furieux. « Tu vas regretter ça. » »« Non, Desmond. C'est toi qui vas regretter de m'avoir sous-estimé. » Ce soir-là, Elena alla dans la véranda. Fatima lui apporta un châle. Le ciel était clair, les étoiles nombreuses. L'air portait la fraîcheur douce des nuits de Lagos. Elle ferma les yeux. Elle respira. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vivante. Pas guérie. Pas encore. Mais debout dans l'âme. Un appel de son médecin personnel confirma ce qu'elle n'osait espérer. Avec une rééducation régulière, elle avait des chances de remarcher. Faible, mais réelle. Elle regarda ses jambes silencieuses. Puis leva les yeux vers le ciel. Si tu me donnes cette deuxième chance, je la vivrai autrement. Plus forte. Plus vraie. Le lendemain matin, le grand portail du manoir s'ouvrit lentement pour laisser entrer une berline noire. À l'intérieur se trouvaient les membres du conseil d'administration du groupe Nuozu. Certains n'avaient pas vu Elena depuis l'accident. Ils s'étaient habitués à traiter avec ses avocats, ou pire, avec Desmond, qui jouait les représentants. Mais cette fois, elle les avait convoqués elle-même. Pas dans une salle de réunion. Pas dans un hôtel. Mais chez elle. Ils entrèrent, curieux, hésitants, et découvrirent une Elena assise dans son fauteuil. Dans le grand salon baigné de lumière naturelle, droite, élégante, une robe verte émeraude sur les genoux, des perles discrètes aux oreilles. Son regard était clair. Sa voix assurée. « Merci à vous tous d'être venus. Je voulais que vous me voyiez. Que vous sachiez que je suis là. Pas morte. Pas folle. Pas faible. » Un silence respectueux s'installa. Elle continua. « J'ai été absente, oui. Fragilisée. Mais on ne gouverne pas un empire depuis ses jambes. On le gouverne avec la tête, et surtout, avec le cœur. » Elle montra l'écran installé derrière elle. Une présentation simple, mais puissante. Voici ce que nous allons faire ensemble. Non seulement je reprends les rênes, mais je veux réorganiser, nettoyer, et surtout, protéger ce que mon père m'a laissé. Des sourcils se haussèrent. Certains étaient surpris, mais admiratifs. Puis un des membres les plus influents du conseil, M. Ozay, se leva lentement. « Madame Nuozu, je vous ai vu grandir.
J'ai connu votre père. Je crois qu'il serait très fier de vous aujourd'hui. Elle le regarda. Ses yeux brillèrent un instant. Merci. Ce jour-là, elle officialisa le licenciement de tous les employés proches de Desmond, le renforcement de la cybersécurité de l'entreprise, la création d'un fonds pour femmes entrepreneurs paralysées, en son nom. Et surtout, elle lança une action en justice contre Desmond pour détournement de fonds, abus de confiance et tentative de manipulation médicale. La presse s'empara vite de l'affaire. Helena Nuozu, la reine silencieuse qui reconquiert son trône. La femme trahie qui refuse de tomber. Récit d'un retour. L'épouse paralysée, la domestique empoisonneuse et le mari cupide, le scandale de la gosse. Des centaines de messages affluèrent. Des femmes lui écrivirent. Des fondations lui proposèrent des collaborations. Mais au milieu de tout cela, Helena restait sobre. Ce n'était pas la vengeance qui la guidait. C'était l'intégrité. Un soir, Fatima entra dans son bureau, avec un sourire discret. « Madame, il y a quelqu'un à la porte. Il dit qu'il vient de votre passé. » « Comment s'appelle-t-il ? » Docteur Gabriel Awolowo. Le cœur d'Helena se figea un instant. Gabriel. Un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. Son ancien fiancé, celui qu'elle avait quitté, pour sauver la réputation de sa famille. L'unique homme qu'il avait aimé avant l'argent, avant la chute, avant le fauteuil. Elle hésita. Longuement. Puis elle dit doucement. Dites-lui d'attendre. Et apportez 2 thés à la menthe. Fatima s'inclina avec un petit sourire. La reine avait choisi d'ouvrir une nouvelle porte. Le monde extérieur pensait que tout était fini. Vanessa, arrêtée, en détention provisoire. Desmond, humilié, expulsé du manoir, banni du groupe Nuozu, traqué par les avocats. Et Helena, à nouveau en paix, entourée, honorée, renaissante. Mais certains cœurs ne supportent pas la défaite. Et pour 2 âmes rongées par l'orgueil, le calme de leur chute n'était pas une fin, mais une pause avant le chaos. Au centre de détention de Kirikiri, à 6 heures du matin, Vanessa Egbo était assise sur son lit métallique, le regard vide. Autour d'elle, les autres détenus murmuraient sur son compte. C'est elle, la bonne qui a voulu tuer sa patronne. On dit que son complice l'a abandonnée dès qu'il est tombé. Vanessa n'écoutait pas. Elle attendait. Elle savait que Desmond trouverait un moyen. Ils avaient vécu trop de choses ensemble. Il n'allait pas la laisser là. Elle se le répétait comme un mantra. Encore et encore. Puis un matin, un gardien vint à sa cellule. « T'as un visiteur. » Elle se leva lentement. Une lueur d'espoir dans les yeux. Dans la salle des visiteurs, séparée par une vitre, Desmond était là. Pas dans un beau costume. Pas souriant. Mais présent. Visage marqué, cernes profondes, barbe en bataille. Mais les yeux, toujours aussi calculateurs. « Tu m'as abandonné, dit-elle d'un ton glacial. « Non. J'étais en train de préparer notre revanche. » Elle plissa les yeux. « Quelle revanche ? Tu crois qu'elle a gagné ? Parce qu'elle est PDG ? Parce qu'elle sourit dans les journaux ? Je l'ai vue. Elle pense être sortie du tunnel. » Vanessa s'approcha de la vitre. « Et alors ? » Il sourit. « Il y a un homme. Un ancien fiancé. Il est revenu dans sa vie. Je l'ai vu entrer chez elle. Le même soir, elle avait les yeux brillants à la télé. Ce genre d'homme, c'est une faiblesse. » Vanessa comprit. « Tu veux dire qu'on l'attaque là où elle recommence à aimer ?» Desmond hocha lentement la tête. « Si on ne peut pas la détruire de l'intérieur, alors on la brisera de l'extérieur. » Vanessa ferma les yeux. Puis rouvrit lentement. « Je veux sortir d'ici. Je te fais libérer sous caution. Mon avocat travaille dessus. Mais on doit être prudent. Il faut agir intelligemment. Froidement. » Elle sourit doucement. Comme toujours. Ce soir-là, dans son nouveau petit appartement miteux de Surulré, Desmond composa un numéro masqué. « J'ai un travail pour vous. Une femme à surveiller. Un homme à intimider. Vous êtes discret ?» Une voix grave répondit. « On est des fantômes. Donnez juste l'adresse. » Desmond sourit, sombre. Le manoir Nuozu. Mais ne la touchez pas encore. Pas maintenant. Il faut d'abord lui faire peur. Mais ce que Desmond ignorait, c'est qu'au même moment, Helena écrivait dans son journal. Assise près du feu dans sa bibliothèque. Je ne suis pas naïve. Je sais qu'un serpent blessé mord encore. Mais cette fois, je ne suis plus seule. J'ai mon eau, mon intelligence, mon peuple. Et j'ai appris à regarder le mal en face.
Elle tourna la page. Puis, lentement, elle regarda vers l'entrée, où le docteur Gabriel Awolowo, son ancien amour, approchait, 2 tasses de thé à la main. Et dans ses yeux, il n'y avait ni pitié, ni nostalgie. Juste du respect. Et peut-être, une seconde chance. La nuit était tombée sur Lagos, chaude et silencieuse, comme si la ville entière retenait son souffle. Dans les ruelles sombres d'un quartier périphérique, une voiture sans plaque s'était garée, devant une maison modeste. À l'intérieur, 2 hommes au regard dur écoutaient les dernières instructions de Desmond. Vous n'avez qu'à lui faire peur. Entrez dans sa chambre, détruisez quelques affaires, laissez-lui une note. Pas de sang. Pas de blessure. Juste, une menace. Et si quelqu'un d'autre est là? Demanda l'un des hommes. Faites-le sortir. C'est un docteur. Il comprendra vite. Il leur tendit une enveloppe remplie. Et souvenez-vous, personne ne doit jamais savoir qui vous a envoyé. Les hommes hochèrent la tête. L'opération était lancée. Au manoir Nuozu, la veille avait été paisible. Elena et Gabriel avaient partagé un dîner léger dans la véranda. Ils avaient parlé du passé, de la douleur, du pardon. Mais alors qu'elle refermait le rideau de sa chambre ce soir-là, Elena eut un frisson. Pas un courant d'air. Une intuition. Une sensation sourde, familière. Elle appuya sur un petit bouton dissimulé sous son accoudoir. Un système d'alerte silencieux s'activa immédiatement. Car depuis l'affaire Vanessa, le manoir avait été équipé d'un réseau de sécurité ultramoderne. Caméras thermiques, capteurs de mouvement, verrouillage automatique. Et surtout, une liaison directe avec le commissariat central de Lagos. À 2h42 du matin, 2 ombres passèrent discrètement le mur ouest. Ils avaient désactivé l'alarme standard. Mais pas le système caché. Ils avancèrent dans le jardin, évitèrent les projecteurs, puis entrèrent dans la maison, par une entrée de service déverrouillée. Ils se faufilèrent jusqu'à la chambre d'Elena. La porte était entr'ouverte. L'un d'eux sourit. C'est presque trop facile. Ils entrèrent. Mais la chambre était vide. Et soudain, une lumière vive s'alluma. Ne bougez plus. Police. 5 hommes en uniforme surgirent des coins de la pièce. Les intrus levèrent aussitôt les mains, surpris, piégés. Dans le couloir, Elena apparut, entourée de 2 agents de sécurité privée. Gabriel était juste derrière elle, le visage fermé. Elle s'avança, sans peur, son fauteuil roulant, glissant doucement sur le sol marbré. « Je savais que vous reviendriez. » L'un des agents de police demanda. « Madame, vous reconnaissez ces hommes ?»« Non. Mais je sais qui les a envoyés. » Elle sortit un petit enregistreur de sa poche. « Je vous conseille d'écouter ceci. » Elle appuya sur lecture. La voix de Desmond résonna dans la pièce. Juste lui faire peur. Entrer, casser des trucs. Une note, un message. Pas de sang. Pas de blessure. Les agents se figèrent. C'est lui, dit l'un des policiers. Le commanditaire. Les hommes furent menottés sur le champ. L'un d'eux murmura. Il nous a dit qu'elle était faible, qu'elle ne ferait rien. Elena les regarda avec une tristesse glaciale. Vous auriez dû poser la question à sa conscience, pas à ses jambes. Le lendemain, l'affaire explosa. Tentative d'intimidation chez Elena Nuozu, le mari impliqué. Nouveau scandale dans l'affaire Nuozu. Attaque avortée dans la nuit. Desmond fut convoqué par la police le matin même. Les preuves étaient accablantes. L'enregistrement. Les virements. Le lien avec les assaillants. Et Vanessa? Elle fut interrogée depuis sa cellule. Elle tenta de nier. Puis de pleurer. Mais la justice, cette fois, ne trembla pas. Dans le bureau d'Elena, Gabriel referma le journal et la regarda avec un mélange de stupeur et d'admiration. Tu as transformé ta douleur en une forteresse. Elle répondit simplement. On ne choisit pas toujours nos cicatrices. Mais on choisit ce qu'on en fait. Il lui tendit la main. Elle la prit sans hésiter. Le vent avait tourné. Mais une question restait encore en suspens. Et maintenant? Maintenant que la justice avait tranché, que les coupables étaient à terre. Allait-elle se reconstruire dans l'ombre? Ou accepter de briller à nouveau, libre, aimée, debout, autrement? La salle du tribunal de Lagos était bondée ce matin-là. Journalistes, avocats, familles, curieux. Tout le monde voulait voir de ses propres yeux la femme paralysée, que son mari avait trahie, la domestique qui avait tenté de l'empoisonner. Et le procès qui allait sans doute marquer l'histoire judiciaire du pays. Sur les bancs des accusés,
Desmond Nuozu et Vanessa Egbo, menottés, l'air livide. Fini les chemises repassées, les sourires arrogants, les tenues de luxe. Désormais, ils portaient des uniformes ternes de prévenus, les épaules basses, les visages fermés. Puis, un murmure parcourut la salle. Les portes s'ouvrirent. Et Elena fit son entrée. Assise dans son fauteuil roulant, droite comme une épée, un tailleur ivoire parfaitement taillé. Les cheveux tirés en arrière, le regard droit. À ses côtés, maître Gabriel Bassi. Mais elle n'avait besoin d'aucun garde du corps. Sa présence seule faisait reculer les ombres. Elle avança lentement vers le pupitre, ses roues traçant un silence respectueux, sur le sol poli du tribunal. Même les juges, même le procureur, baissèrent légèrement la tête en la voyant. Le juge frappa son marteau. L'audience du procès opposant Madame Elena Nuozu, aux prévenus Desmond Nuozu et Vanessa Egbo est ouverte. Le procureur se leva. Votre honneur, cette affaire est simple. Un mari cupide, une maîtresse cruelle, et une femme trahie, mais pas brisée. Les preuves sont claires, tentative d'empoisonnement, manipulation mentale, abus de confiance, tentative d'intimidation armée. Tout cela contre une femme vulnérable physiquement, mais d'une force que le pays tout entier respecte aujourd'hui. Puis il ajouta, en désignant Elena. Aujourd'hui, c'est elle la victime. Mais demain, elle sera l'exemple. Pendant les interrogatoires, les preuves furent montrées. Les vidéos de Vanessa versant la poudre. Les appels enregistrés de Desmond aux hommes masqués. Les transferts bancaires. Les témoignages des employés, du détective, du médecin. Vanessa tenta une dernière défense. Je ne voulais pas la tuer. Je voulais juste qu'elle me laisse vivre. Elle avait tout. L'argent, la maison, et elle ne faisait rien avec. Desmond, lui, regarda Elena en silence. Puis lança. Tu m'as manipulée aussi, Elena. Tu m'as piégée dans cette vie, dans ce rôle. Tu savais que tu n'étais plus celle que j'avais épousée. Tu t'es servi de ton fauteuil pour jouer à la martyre. La salle gronda. Mais Elena ne broncha pas. Puis le juge demanda. Madame Nuozu, souhaitez-vous vous exprimer avant le verdict? Silence. Elle avança d'un mètre. Regarda Desmond. Puis Vanessa. Et d'une voix calme, posée, elle dit. J'aurais pu les haïr. J'aurais pu tout détruire dans ma chute. Mais au lieu de ça, j'ai choisi de reconstruire. Pas parce que je suis forte, mais parce que je sais qui je suis. Vous m'avez regardée comme une faible. Une femme cassée. Un obstacle. Mais vous avez oublié une chose. Les reines ne tombent pas. Elles se relèvent. Et elles n'oublient jamais. La salle entière retint son souffle. Puis le juge parla. Après délibération, cette cour déclare Vanessa Egbo et Desmond Nuozu coupables de tous les chefs d'accusation. Vanessa Egbo est condamnée à 10 ans de prison ferme. Desmond Nuozu est condamné à 12 ans de réclusion, assorti de sanctions financières et d'interdiction de gestion. Vanessa hurla. Non, non, non. Elle se leva, s'écroula, pleurant, criant. Desmond, lui, resta assis. Muet. Brisé. Elena, elle, tourna calmement son fauteuil, sans un mot, et sortit du tribunal sous les applaudissements silencieux d'un peuple qui venait de voir une reine marcher, sans ses jambes. Ce soir-là, de retour dans son manoir, Elena s'installa dans la véranda. Gabriel s'approcha. Tu es libre. Vraiment. Elle hocha la tête. Je ne vis plus dans la vengeance, Gabriel. Je vis dans la vérité. Il lui tendit la main. Et si on vivait dans l'amour, maintenant? Elle sourit doucement. Laisse-moi encore un peu de silence. Mais reste. Ne pars pas. Il s'assit à ses côtés. Les étoiles brillaient. Le vent murmurait. Et le monde, pour une fois, se taisait pour écouter le triomphe d'une femme qui n'avait plus rien à prouver. Une semaine après le verdict, le manoir Nuozu semblait baigné d'une nouvelle lumière. Les rideaux, jadis tirés, s'ouvraient chaque matin, sur un jardin en fleurs. Les couloirs jadis silencieux résonnaient de pas, de voix calmes, de musique douce. Et dans la grande salle de lecture, entre deux bibliothèques de bois sculptés, Elena avait repris sa place. Non pas celle d'une malade, ou d'une femme assistée, mais celle d'une stratège, d'une survivante, d'une visionnaire. Ce matin-là, Gabriel l'avait rejointe pour le petit déjeuner. Il l'observait, admiratif, fasciné par la tranquillité qu'elle dégageait. « Tu m'étonnes chaque jour. »« Je t'étonne, ou tu me redécouvres ?» répondit-elle avec un léger sourire. « Un peu des deux. » Il se pencha, baissa la voix.
Mais j'ai une question. Depuis le début, tu savais que Desmond et Vanessa complotaient. Mais comment as-tu pu être aussi préparée? Elena reposa calmement sa tasse de thé. Un long silence. Puis elle le regarda droit dans les yeux. Parce que ce n'était pas la première fois qu'on me trahissait. Elle tourna son fauteuil vers la fenêtre. Son regard s'évada dans le jardin. J'avais 18 ans quand mon père est mort. J'ai vu des membres de ma famille falsifier des documents, voler, mentir. J'ai appris très jeune que l'amour, la loyauté, peuvent être des masques. Alors j'ai décidé que plus jamais je ne serais prise au dépourvu. Elle soupira. Quand j'ai épousé Desmond, j'avais déjà fait vérifier son passé. Je savais qu'il avait des dettes, qu'il mentait sur ses diplômes. Mais je voulais croire que l'amour pouvait le changer. Gabriel la regardait, figée. Tu savais tout cela? Je voulais lui donner une chance. Mais j'avais des garanties. Elle sortit un petit dossier d'un tiroir près d'elle. Elle le tendit à Gabriel. À l'intérieur, des copies de documents, des enregistrements, des copies de mai. J'ai fait enregistrer la maison à mon nom seul. J'ai tout cloisonné juridiquement. Quand j'ai senti que Desmond s'éloignait, j'ai fait poser les caméras. J'ai commencé un journal détaillé. Et quand Vanessa est arrivée, j'ai tout de suite compris son rôle. Gabriel était stupéfait. Tu avais tout anticipé? Pas tout. Mais assez pour ne plus jamais être prise au piège. Elle referma le dossier. Le plus grand piège que j'ai tendu, ce n'était pas à eux, c'était à la peur. Je voulais voir si j'étais capable de rester debout, même sans mes jambes. Et j'ai compris que, oui. Il la regarda, puis murmura. Tu es la femme la plus forte que j'ai connue. Elle sourit doucement. Ce n'est pas la force, Gabriel. C'est la survie. Et l'intelligence. Et un peu de foi. Mais alors qu'il s'apprêtait à répondre, une infirmière entra avec un dossier à la main. Madame Nuozu, vos résultats sont arrivés. Elle le prit. L'ouvrit lentement. Ses yeux se posèrent sur la première page. Son souffle se coupa. Un mot encadré en rouge. Amélioration significative. Potentiel de récupération motrice supérieur à 60% avec thérapie intensive. Elle resta silencieuse. Puis referma le dossier. Gabriel la fixait, incertain. C'est une bonne nouvelle? Elle hocha la tête lentement. C'est une nouvelle chance. Il se leva, s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle. Alors, qu'est-ce que tu veux faire de cette seconde vie, Elena? Elle posa sa main sur la sienne. Et murmura. Ne plus la gaspiller avec ceux qui veulent me voir tomber. Ne plus me contenter d'endurer. Et surtout, vivre, Gabriel. Vivre, comme jamais. Dans le jardin, un vent doux souffla. Les dernières traces d'hiver s'effaçaient. Et dans ce manoir autrefois étouffé par le mensonge, une vérité rayonnait enfin. La dignité, quand elle est patiemment défendue, devient une arme plus puissante que toutes les trahisons. Le bruit médiatique s'était calmé. Les journalistes avaient quitté les grilles du tribunal. Les hashtags avaient cessé de tourner. Mais pour Desmond et Vanessa, le vrai châtiment venait de commencer. Pas dans les cris, pas dans la fureur, mais dans le silence, l'oubli, le mépris. Au centre pénitentiaire de Kirikiri, LD, cellule 11. Vanessa Egbo regardait fixement le mur gris devant elle. Ses cheveux n'avaient plus la même brillance. Ses ongles, autrefois parfaitement manucurés, étaient sales et cassés. Ses yeux, éteints. Elle n'était plus la tentatrice. Elle n'était plus rien. Ses lettres à Desmond restaient sans réponse. Son avocat avait cessé de répondre. Et sa propre famille, humiliée par le scandale, avait renié son nom. Elle avait perdu jusqu'à son reflet. Un jour, une autre détenue lui murmura dans un couloir. « Tu croyais pouvoir voler la vie d'une reine. Tu ne t'es pas demandé ce que ça coûte de porter une couronne. » Vanessa ne répondit pas. Car elle le savait déjà. Chambre 17, pension Lecoste, périphérie de Lagos. Desmond Nuozu, lui, n'avait pas été condamné à la prison pour le moment. En attente d'un second procès, pour détournement de fonds. Mais il vivait en reclus, surveillé, moqué, détesté. Ses comptes étaient bloqués. Ses anciens amis l'évitaient. Le monde avait vite oublié le beau mari d'Elena, pour ne retenir qu'un mot, traître. Il passait ses journées devant la télévision, seul, buvant du thé froid dans des tasses ébréchées. Parfois, il tombait sur une publicité Nuozu, avec Elena en arrière-plan, souriante, déterminée. Et son cœur se serrait. Non pas de remords, mais de rage. C'était censé être moi, murmurait-il.
Mais ce qu'il refusait d'accepter, c'est que lui-même avait tout gâché. Par cupidité. Par lâcheté. Un soir, il reçut une lettre par la poste. Une écriture élégante. Pas de nom. Il l'ouvrit. Quelques mots, tracés à la main. Tu n'as pas perdu parce que je suis forte. Tu as perdu parce que tu m'as prise pour faible. Il déchira la lettre, hurla, renversa sa chaise. Mais dans le fond de son regard, il savait qu'elle avait gagné. Pas avec des armes. Mais avec la vérité. Au manoir Nuozu. Pendant ce temps, Elena lisait un livre au coin du feu. Gabriel s'approcha, lui tendit une enveloppe. Les dernières nouvelles de leur procès. Tu veux les lire? Elle leva les yeux. Hésita. Puis referma son livre. Non. Ce chapitre est terminé. Il la regarda longuement. Et maintenant? Elle sourit. Maintenant, je veux écrire un autre livre. Pas sur eux. Sur moi. Sur la Renaissance. Il s'agenouilla doucement devant elle, lui tendit une petite boîte. Elle la fixa, surprise. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une bague simple, sobre, belle. Je n'ai pas grand-chose à offrir, Elena. Pas de manoir. Pas d'empire. Juste moi. Mais je t'aime. Et je te respecte. Et je veux t'accompagner, peu importe où te mènent tes roues, ou tes pas. Elle sentit ses yeux se remplir doucement. Tu sais que je ne marche pas encore. Et alors? Je suis tombé amoureux de ton âme. Elle court déjà. Un long silence. Puis elle souffla. Oui. Quelques mois plus tard, dans le jardin du manoir, une cérémonie intime eut lieu. Elena, en fauteuil, rayonnante dans une robe blanche perlée, tenait la main de Gabriel sous une arche fleurie. Autour d'eux, des proches, des orphelins qu'elle parrainait, des employés fidèles, des femmes inspirées par son combat. Et lorsqu'elle prononça « Je le veux », le ciel semblait lui-même s'ouvrir. Pas parce qu'elle retrouvait l'amour, mais parce que, enfin, elle se choisissait elle-même. La vie avait voulu la briser. L'amour avait voulu la trahir. Mais la vérité, elle, l'avait relevée. Et c'est dans cette vérité qu'Elena Nuozu vécut désormais. Non pas comme une survivante, mais comme une femme libre. Le manoir Nuozu n'était plus seulement une demeure. Il était devenu un refuge. Un lieu de mémoire. Un espace de renaissance. Les fleurs y poussaient librement. Les enfants riaient dans les couloirs. Des femmes autrefois brisées y retrouvaient leur voix. Et au centre de tout cela, il y avait Elena. Chaque matin, elle faisait le tour du jardin. Pas pour vérifier. Pas pour surveiller. Mais pour ressentir. Chaque parfum de jasmin. Chaque chant d'oiseau. Chaque trace de rosée sur les feuilles. Elle roulait lentement entre les haies, ses mains posées sur les accoudoirs, ses yeux levés vers le ciel. Gabriel marchait parfois à ses côtés. D'autres fois, elle préférait être seule. Un jour, un jeune orphelin qu'elle avait recueilli, s'approcha timidement d'elle. « Maman Elena, pourquoi tu souris, même quand tu pleures ?» Elle s'agenouilla à sa hauteur, posa une main sur sa joue. Parce que les larmes ne veulent pas dire qu'on est faible. Elles veulent dire qu'on est vivant. Et qu'on se souvient. L'enfant hocha la tête sans tout comprendre. Mais il lui prit la main. Et resta là, longtemps, à ses côtés. Dans une interview quelques mois plus tard, Elena déclara « Si j'ai survécu, ce n'est pas grâce à mon fauteuil. Ni même à la justice. C'est parce que je me suis pardonnée à moi-même, d'avoir cru un jour que j'étais moi. Je ne suis pas une femme brisée. Je suis une femme complète, avec des cicatrices, et une âme debout. » Des années plus tard, on parla encore d'elle. De cette femme qui avait tout perdu, ses jambes, son couple, sa dignité. Et qui avait tout reconstruit. Avec le silence. Avec la foi. Avec l'amour, le vrai. Et les fleurs, dans le jardin Nuozu, n'ont jamais cessé de pousser. Car elles se souvenaient, elles aussi, de la femme qu'on avait cru enterrée, et qui avait fait germer l'espoir. Chers spectateurs, quelles leçons retenez-vous de cette histoire dramatique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, si vous avez aimé cette histoire. Laissez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis, et abonnez-vous à notre chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis. Restez bénis.